Hola, us ho havíem dit. Si vam tenir l'Isaac i la Cuesta en el darrer B2A en el marc del Festival Alternativa, que podeu trobar la càpsula per aquí en la col·lecció de YouTube de B2A, doncs ara ens toca la Nicole García. No és ben bé un B2A com podríem pensar. És en el marc del Festival Ulala, el Festival de Cinema Francòfon, i no podíem deixar de passar l'oportunitat que ens va brindar la Melody i la Anabel, codirectores del festival, de tenir com a convidada especial la Nicole García. És més bé una conversa, una masterclass, que ara us oferirem de la mà del Martin Samper. Per tant, benvinguts i benvingudes en aquest especial B2A amb l'actriu i cineasta Nicole García. Ens veiem. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être ici. Donc nous allons commencer. Mélodie a fait une brève introduction. Je vais simplement rappeler que Nicole est née à Oran, en Algérie, et en 1946, et que tu arrives en France en 1962, après la guerre. Tu entres au Conservatoire national d'art dramatique et tu obtiens un premier prix de comédie. Et comme Mélodie l'a dit, après, donc, un premier film dans lequel tu joues Des garçons et des filles, d'Étienne Perrier, en 1967. Mais c'est vraiment à partir des années 70, notamment avec Que la fête commence, de Bertrand Tavernier, accompagné de Noiret, Rochefort, Marielle, que ta carrière se lance. Et puis, évidemment, tous ces réalisateurs, depuis Alain Resnais, Claude Lelouch, Claude Sautet, Jacques Rivette, et effectivement, comme l'a dit Mélodie tout à l'heure, les derniers films avec Me Hansen Love ou Christophe Honoré. Et donc en 1990, tu réalises, après un court-métrage, ton premier long, Un week-end sur deux, avec Nathalie Baye, et un total aujourd'hui de 9 longs-métrages. Et tu nous as expliqué hier que tu es en train de préparer le 10e que tu tourneras cette année. Donc on va commencer par faire une petite partie assez brève sur la partie comme actrice, puisque nous avons, vu le public que nous avons, pensé que c'était plus intéressant de se concentrer sur la réalisation et sur la mise en scène. Donc raconte-nous brièvement justement comment tu commences cette carrière comme actrice au théâtre et comment tu rentres dans le cinéma. Tout raconter. Tu l'as dit là déjà. Oui, voilà, je crois que j'étais actrice, contrairement à cinéaste. J'étais actrice par ce qu'on appelle la vocation. Quand j'avais 13 ans, je me souviens, après que je marchais dans les rues d'Oran, parce que c'est de la ville où je suis née. Et à 13 ans, avec mon cartable sur le dos, je me suis dit un jour je serai actrice. Et je ne savais pas du tout à quelle vie ça me préparait. C'était pas du tout. Mes parents étaient des gens d'origine espagnole, comme mon nom l'indique. Mon grand-père, que je n'ai pas connu, venait d'Almeria. Et vous allez me dire à ce moment-là, pourquoi vous ne parlez pas espagnol? Ce serait la moindre des choses. Mais ce serait une longue histoire de famille que j'aurais à vous raconter. Mais j'ai parlé, mes parents parlaient espagnol pour pas que je comprenne quand ils parlaient entre eux. Donc peut-être pour ça que j'ai eu par rapport à cette langue, qui était la langue du secret, quelque chose qui fait que voilà, j'ai pris allemand, deuxième langue, et je le regrette encore, surtout quand je suis là parmi vous à Barcelone. J'ai même un peu honte. Ouais. Mais parce que mon père était très triste. Là, je vais pleurer maintenant. Non, mais il disait, mais tu parles pas la langue de tes ancêtres. Et il avait raison. Mais voilà, c'est les bêtises ou les explications un peu de l'adolescence, et on peut les comprendre quand on comprend un peu quelle était la famille. Mais je m'égare là. On va revenir justement sur les débuts comme actrice. Oui. Donc, tu commences effectivement avec le théâtre. Voilà. Et encore une fois, ces premiers réalisateurs avec lesquels tu travailles, qu'est-ce que tu apprends au début, à ces débuts de carrière comme actrice? Oui, quand j'ai dit que je voulais être actrice, pour moi, c'était actrice de théâtre. Je n'imaginais pas du tout le cinéma. Et quand j'ai commencé à faire du cinéma, c'est souvent par des gens de cinéma qui venaient me voir au théâtre. Comme Rivette ou Tavernier m'avait vu dans une pièce de Brecht qui s'appelle Tambour dans la nuit, voilà, dans une petite salle. Et voilà, et Rivette m'avait dit, écoutez, moi, je voudrais que vous fassiez la même chose que ce que vous faites en scène là. Donc voilà, j'ai commencé par ça. Et même Alain Resnais, c'était son scénariste, Jean Gruau, qui était venu me voir dans une petite
un petit théâtre à Paris, le théâtre La Bruyère, où on jouait une pièce qui avait aucun succès. Et je raconte ça parce que on a joué comme moi, mais d'un dimanche à l'autre, il y avait de moins en moins de monde dans la salle. Mais il y avait toujours ce scénariste qui était là, avec toute sa famille, et qui venait me regarder tous les dimanches, jusqu'à dire à Alain René, vous devriez aller voir une actrice, voilà, au théâtre La Bruyère à Paris. Et c'est comme ça que j'ai fait mon oncle d'Amérique, qui m'a vraiment donné ma place dans le cinéma. Et après, j'ai fait un film au même moment, d'ailleurs, de Claude Lelouch, qui est moins un film dont se souviennent les annales et les cahiers du cinéma, mais qui m'a donné une popularité grande parce que voilà, le rôle était très plein d'émotions et ça a beaucoup touché le grand public, quoi. Et après, j'ai continué comme ça à faire une carrière avec Sauté, comme vous l'avez dit, Michel Deville. Je ne peux pas dire que je m'ennuyais dans le cinéma en tant qu'actrice. On ne sait jamais, parce que autant c'était une vocation d'être actrice, autant être cinéaste, ça a été quelque chose de beaucoup plus souterrain. Et un jour, en 85, je crois, j'avais loué une maison sur l'Atlantique et on m'a envoyé des photos. Et je me suis dit, tiens, ben, j'avais un petit garçon de 4 ans, je vais de rompre avec son père. Est-ce que c'est ce déséquilibre qu'on a quand on est dans une rupture sentimentale? Est-ce que le cinéma a joué ce rôle-là? Je ne sais pas. Mais je me suis dit, tiens, je vais le filmer dans cette maison. Et puis un ami m'a dit, qui était lui scénariste et metteur en scène avant moi, mais non, tu vas mettre ça sur une étagère. Non, écris un film, je peux t'aider si tu veux. Écris un film, un court-métrage. Et très rapidement, on a écrit un court-métrage. J'ai eu quelques subsides d'une chaîne de France 2. Et voilà, je l'ai tourné. Et je me suis dit, bah voilà, je sais ce que c'est que pendant 9 jours, j'ai tourné. Bah, je sais ce que c'est que dire moteur, couper. Oui, voilà. Bon, ça m'a fait un plaisir, mais pas si grand que ça. Et je suis reparti au théâtre. Mais il a fallu quand même faire le montage du film, puisque j'avais reçu un peu d'argent pour ça. Et là, c'est au montage qu'est devenu, que j'ai eu cette révélation du cinéma. Et c'était comme un... Et c'est drôle parce qu'Alain René vient du montage aussi, donc c'était pas une chose si exceptionnelle, mais c'est le montage qui m'a donné la... Et voilà. Et après, je n'ai eu plus rien en tête d'autre que d'écrire une histoire en long métrage. Et j'ai fait mon premier film, donc avec Nathalie Baye, dont tu parlais, qui est Un week-end sur deux. Et je fais juste une parenthèse, c'est qu'un week-end sur deux, pour ceux qui l'ont vu, se finit... une mère qui part avec ses 2 enfants dont elle est séparée, elle les vole presque, elle les vole, elle ne veut plus être dans le pacte conjugal qu'elle a fait avec son mari, qui lui a pris. Bon, c'est une actrice qui ne trahit plus beaucoup, et elle part de Vichy, elle côte la Méditerranée, et elle passe la frontière après Perpignan pour l'Espagne, et elle arrive sur les plateaux au nord de Madrid. Et elle fait croire à son fils, pour qu'il la suive, alors qu'il est en grande opposition avec elle, qu'elle sait que là-bas tombent des météorites, parce qu'il est fou d'astrophysique. Et donc, un jour, un psychanalyste m'avait dit, c'est vrai que pour moi, l'Espagne, en plus quand on sait que les météorites sont peut-être le fondement de la Terre, pour moi, voilà, l'Espagne a toujours été le fondement même de quelque chose, et même Mal de Pierre, ça se finit en Espagne, et un jour quelqu'un m'a dit, mais tu vas faire un jour un film qui ne se finit pas en Espagne, mais parfois j'arrive pas à les finir en Espagne. Mais c'est vrai que, voilà, voilà, j'espère que j'ai assez de temps de ma vie pour essayer d'éclaircir un peu ce rapport profond et secret que j'ai pour l'Espagne. Fin de la... On reviendra, Nicole, après d'un côté sur le processus créatif, tu parlais du montage, et aussi sur les thématiques qui te tiennent à cœur. Pour terminer un peu sur la partie actorale, comment tu as vu évoluer ton métier après plus de 50 ans de travail? Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ta méthodologie comme actrice, comment elle a évolué venant du théâtre, et comment est-ce que tu t'es adapté au long de ta carrière avec l'évolution des réalisateurs, des réalisatrices les dernières années? Comment tu pourrais nous expliquer cette partie actorale sur ta méthodologie comme actrice? Comme actrice ou comme... Oui, comme actrice. On termine sur la partie actrice et après on va passer sur la partie... Il n'y a pas à s'adapter quand on est actrice.
y a pas, déjà, quand j'ai commencé à tourner, bon, c'était déjà, il y avait déjà des très grands acteurs et actrices derrière moi qui jouaient de manière absolument. On avait quitté les tons de Sarah Bernard et autres. Non, enfin, j'ai pas eu l'impression que j'avais à une adaptation quelconque. Au cinéma, quand on est actrice, au théâtre, on est plus libre, on a plus d'indépendance. Entre le début de la pièce et la fin, on est seul maître de son temps. Au cinéma, effectivement, on fait des plans. On est beaucoup plus dépendante du talent du cinéaste ou de la cinéaste. Et je suis passée par des metteurs en scène très, très différents. À la fois, il faut s'adapter à eux, à la fois, il faut disons, proposer sa propre vision du personnage. Euh, que dire d'autre sur le métier d'actrice? C'est à la fois magnifique, parce qu'il y a quand même une grande création, puisque j'ai pu mesurer l'autre d'après, en tant que metteur en scène. Il y a quand même une grande création en tant qu'interprète. On propose vraiment, il y a des films, même sans parler des miens, mais on se dit qu'ils doivent beaucoup à l'interprétation de tel ou tel acteur, qui n'aurait pas été le même avec un interprète moins inspiré. Mais non, je pense que j'ai eu de la chance. On dit toujours ça quand j'ai eu de la chance, oui. On dit toujours ça parce que on connaît dans ce métier beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent, qui rencontrent pas les bonnes personnes au bon moment. Euh, mais je pense que j'étais assez établie dans le milieu par ce que j'avais fait au théâtre. Et c'est au théâtre toujours que sont venus me chercher les metteurs en scène, en tout cas au début de cinéma. Et pendant longtemps, d'ailleurs, je n'ai plus fait le cinéma au départ, quand j'ai commencé, quand j'étais au théâtre, je l'ai pris comme je me destinais vraiment à être une actrice de théâtre. Donc, je faisais du cinéma comme ça, oui, bon, d'accord, je vais faire un film. Mais à partir de 18 heures, sur le plateau, je cherchais le premier assistant pour lui dire, maintenant, il faut que je parte, hein. Maintenant, il faut que j'aille au théâtre. Et c'était au théâtre qui était pour moi la vraie... le vrai métier, quoi. Donc, et puis peu à peu, avec film après film, j'ai compris un peu quelle était la force du cinéma, ce que vous rend le cinéma comme quand on est actrice, ce qu'il vous apporte, oui, ce qu'il vous rend, presque un narcissisme aussi du cinéma, même avec des choses un peu secondaires qui sont effectivement là, mais qui sont pas rien quand même, la notoriété, tout ça que les acteurs de théâtre n'ont pas. Enfin, et puis même le fait de rencontrer des grands metteurs en scène, enfin, c'est autre chose. Mais j'ai toujours aimé beaucoup en parallèle le théâtre. Donc on va faire le lien maintenant directement donc en 1990, c'est-à-dire quand même 23 ans après tes débuts comme actrice, tu te lances dans la réalisation avec Un week-end sur deux. Justement pour faire ce lien entre actrice et réalisatrice, tu as tourné avec des acteurs, de très grands acteurs et actrices comme vous avez pu, ceux qui étaient hier à l'Institut voir l'adversaire avec Daniel Auteuil, vous pourrez voir demain Place Vendôme avec Catherine Deneuve, Jean-Pierre Bacry. Tu as aussi joué avec Marion. Et ce soir, Mal de Pierre avec Marion Cotillard, Louis Garrel. J'ai deux questions rapides. Enfin, j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi tu n'as jamais joué dans tes propres films. Et la deuxième, c'est pourquoi en général, à part quelques exceptions comme Benoît Magimel ou Jean-Pierre Bacry, tu n'as jamais repris les mêmes acteurs. Ah, deux questions alors. Pourquoi j'ai pas joué dans mes propres films? C'est vrai, mais parce que pour moi, je crois que c'est une énergie qui n'a rien à voir. L'énergie de l'actrice et l'énergie de la cinéaste. Je sais qu'il y a des grands exemples qui ont montré que ces deux énergies pouvaient se compléter et vivre ensemble, mais pas pour moi, parce que être actrice, c'est quand même, il faut quand même préserver une sorte de bulle autour de soi. On est dans un personnage, autour de soi il y a l'équipe, tout le monde, et puis au moment où le plan commence, voilà, on est dans ce fameux double cher à Diderot. Donc voilà, c'est pas un repli sur soi-même, mais ça, en même temps, il y a du repli, il y a quelque chose qu'il faut faire entendre, une musique particulière qui est celle qu'on prête
à ce personnage qu'on interprète, alors qu'au contraire, quand on est cinéaste, il faut tout voir, quoi, avoir un regard sur tout, un regard voilà, synoptique sur tout ce qui... voilà, sur le cadre, les acteurs, voilà. Donc pour moi, c'est pas la même énergie. Et je me suis jamais tenté, j'ai jamais tenté d'essayer de le faire. Mais, et l'autre question? Et donc, tu as toujours travaillé avec de très grands acteurs et actrices, mais avec lesquels tu as pratiquement jamais répété, sauf Benoît Magimel ou Jean-Pierre Bacry. Pourquoi? Ben, je regrette, hein, parce que c'est vrai, il y a des metteurs en scène maintenant qui ont comme une sorte de troupe. Et ils travaillent tout le temps, donc ils écrivent pour ces acteurs. Alors moi, que je n'écris pas en pensant, j'écris par rapport à un personnage qui m'habite, enfin des personnages, et après je cherche les acteurs qui sont au plus près de ces personnages. Donc effectivement, je les cherche, quoi. Et ils ne sont pas forcément dans les acteurs avec qui j'ai déjà tourné. C'est comme ça. Pour continuer maintenant, on va continuer avec le processus créatif, hein, depuis un peu l'écriture. On va parler aussi du tournage, évidemment, de l'esthétique et tout ça. Tu t'es entouré aussi, comme souvent les réalisateurs, d'une équipe de personnes fidèles, aussi bien au niveau des producteurs, Alain Sard, Philippe Carcassonne, Alain Attal les dernières années. Au niveau de la photo, tu as travaillé plusieurs fois avec Christophe Bocarn. On parlait hier de Thierry Flamand, ton production designer avec qui tu as fait de nombreux films et qui malheureusement, tu nous disais hier que tu regrettais qu'il ne pourrait pas être au prochain. Et surtout, la personne avec laquelle tu as le plus travaillé, c'est Jacques Fieschi, avec lequel tu as fait tes 9 films comme scénariste. Oui. Donc parle-nous un peu de cette collaboration avec lui dans l'écriture. Mais Jacques Fieschi, c'est d'abord un critique de cinéma. Il avait même une revue qui s'appelait Cinématographe pendant un temps. Et après, il a fait très peu de choses quand je l'ai rencontré. Il avait quand même tourné avec Piala, Police. Il avait écrit Police avec Piala. Et avec Sauté, il avait écrit Quelques jours avec moi. Voilà. C'est les 2 films qu'il avait fait avant que je le rencontre. Et c'est drôle parce qu'il était de la même ville que moi. Je ne pense pas que c'est ça qui est noué notre collaboration, mais peut-être que ça a eu son importance. Mais je ne le connaissais pas là-bas, à Oran. Il était le fils d'un chirurgien, voilà. Et l'exil s'est passé de l'Algérie, comme vous devez le savoir, et donc tout le monde est rentré en France, comme on dit, en métropole, voilà, chacun de son côté. Et puis, et je l'ai connu seulement, je le rencontrais quand j'étais à Paris, et quand je cherchais à faire un film. Et donc je lui ai raconté, parce que j'ai toujours travaillé comme ça avec lui, j'arrive avec une sorte de scénario qui est comme une pelote de film avec quelques personnages, l'histoire, un peu ce qui fait une situation première du personnage, et après je le mets en débat avec lui, et on a commencé à travailler comme ça. Ça ne m'empêche pas de faire des consultations. Enfin, je travaille beaucoup sur un scénario, quoi. Beaucoup, beaucoup. Même ce dernier scénario que j'espère faire donc au printemps. Tout le monde me disait, mais tu es folle, arrête, parce que je n'y arrivais pas, je continuais, je faisais des consultations avec certains, pas avec d'autres, comme une sorte de ruche où je vais chercher... et ça ne marchait pas. Enfin bon, je ne sais pas si à l'arrivée ça marche, mais enfin bon, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé et je travaille toujours beaucoup parce que je crois que c'est ça qui m'a donné mon passeport vers le cinéma, puisque j'avais fait aucune école de cinéma. Et moi qui suis pourtant quelqu'un du doute, je doute, là j'ai dit je vais faire un film sans douter, quoi, comme si j'étais autorisée à ça, comme si j'étais légitime. Oui, j'étais une actrice, mais j'allais faire un film. Et comme a dit tout à l'heure, comment s'appelle notre amie qui m'a présenté Mélodie, voilà, Mélodie, pardon. Je la connais que depuis hier, Mélodie. Hein. Mais qui m'a présenté très gentiment. C'est vrai que je n'ai... Qu'est-ce qu'elle a dit, Mélodie, tout à l'heure Non, voilà, c'est ça. Merci. Gracias. Muchas gracias. Hein? Voilà. Que j'étais à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup de femmes dans le cinéma français, des femmes de plus en plus, et beaucoup d'actrices. Mais c'est vrai que j'ai été longtemps la première actrice, enfin,
Il y a eu Agnès Varda qui n'était pas une actrice, mais après, il y en avait une autre qui s'appelle Christine Pascal, qui a disparu maintenant. Mais voilà, quand j'ai dit à mon agent que j'allais faire un film, il m'a dit non, vous ne devriez pas, vous allez perdre votre statut d'actrice, vous allez mettre à mal votre notoriété, parce que voilà, c'était pas courant du tout, quoi. Maintenant, c'est trop courant, je trouve. Il y en a trop maintenant. Mais il y a trop d'actrices qui veulent faire des films. Mais on croise plus une seule actrice qui ne peut pas faire un film maintenant. Mais bon, non, je blague. Mais vous riez pas parce que vous ne devez pas comprendre, si? Ah bon? Ah bon? Hein? Ah bon? On rit pas parce qu'on sait que c'est vrai. Eh, si, c'est vrai. Non, mais je blague. Mais c'est vrai que c'est pas que je vous entende. Non, mais et donc voilà, mon agent m'a dit ça, et malgré ce qu'il m'a dit, malgré cette mise en garde, j'ai continué et j'ai fait ce film. Et le film a marché. J'ai même eu, c'est la seule fois où je l'ai eu, mais j'ai eu la couverture des Cahiers du cinéma. Donc ça m'a donné une sorte d'investiture, et puis j'ai continué. Et quand je regarde maintenant les films que j'ai faits, je trouve que j'avais beaucoup d'audace, quoi. C'est vrai, de faire ce film-là. Et c'est vrai que là, en appelant très vite aussi une actrice connue comme Nathalie Baye. Et pourquoi je prends souvent, c'est vrai il m'est arrivé comme Deneuve, comme Cotillard après, souvent je prends des acteurs qui sont un peu stars, entre guillemets. C'est comme si, parce que je sais que c'est comme si je prends des gens qui sont désirés par beaucoup, comme si le désir était déjà un érotisme, et que moi j'allais les amener vers autre chose que ce qu'ils ont fait déjà, quoi. C'est comme si, par exemple, pour Nathalie Baye, je l'amenais vers, qui était une star, ça me là, enfin, c'était une actrice qui était déchue, qui ne travaillait plus, qui avait des problèmes, qui ne s'était pas occupée de ses enfants. Enfin, voilà, je l'amenais vers autre chose, de très démuni, voilà, pareil avec Auteuil, bon, c'est un rôle, mais c'était ou Catherine Deneuve, quoi, qui était dans Place Vendôme, une femme qui était très borderline, à bord qu'on emmenait en asile, enfin, en hôpital psychiatrique, qui était, voilà, dans le romanesque du film, c'est quelqu'un qui la trahison amoureuse l'avait jetée à terre, et voilà. Et donc, elle avait elle-même, elle le dit, rarement fait un rôle où elle était aussi tombée et puis remontée après. Enfin, le film lui permettait de repartir. Et ça a été souvent moi maintenant, mais souvent c'est de prendre des personnages qui sont vraiment dans une ornière au début du film et de les faire vivre après, quoi, comme quelque chose ils vont vers la lumière que j'espère pour moi-même, et puis donc que je donne là au personnage. On reviendra, oui, après avec les thématiques pour rester sur la partie technique, pour passer dans la mesure où tu fais les scénarios et tu mets en scène aussi, justement, quel est le passage de l'un à l'autre dans la mise en scène? C'est-à-dire, est-ce que dans ton travail avec les acteurs, est-ce que tu écris tout, tu retravailles énormément avec les acteurs? Comment se passe ce passage de l'écriture à la mise en scène, notamment dans le travail avec les acteurs? Les acteurs qui sont choisis, le travail, pour moi, se passe... je crois que je suis très servie par le fait d'être... Face aux acteurs, je crois que je suis très servie par le fait d'être une actrice, je crois. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Parce que je ne les encombre pas, comme souvent des metteurs en scène qui ne connaissent rien au jeu, encombrent les acteurs de psychologie. Les acteurs savent aussi bien lire un script que le metteur en scène. Si là, le personnage est jaloux, je ne vais pas lui dire, là, tu vois, tu es jaloux. Il a bien lu qu'il était jaloux. Donc, ce qui va l'aider, c'est non pas des réflexions psychologiques, mais des maintiens, des manières de se comporter, des manières de s'asseoir, des manières par exemple, je me souviens, le personnage dans... non, comme vous n'avez pas vu le film, ça ne dirait rien. Enfin, bon, c'est une indication, quoi. J'ai fait mon deuxième film, c'était Le Fils préféré, avec Gérard Lanvin.
Et il avait un manteau. Et le premier jour, il est arrivé avec ce manteau, parce que c'est un bel homme, avec le manteau, le col relevé, quoi, qui avantage, qui fait un peu lover, quoi, un peu. Et j'annonce, ce personnage-là, il a le col à plat, quoi. Il cherche pas à plaire. Il n'est pas dans un état où il veut plaire. Il essaye de s'en sortir dans la vie. Donc, il a même oublié qu'il était beau. Bah, c'était déjà une indication pour lui. Et les acteurs comprennent ça, quoi. Déjà, ça donne une sorte de... Ou, par exemple, voilà, bon, j'ai mis l'exemple comme ça, où c'est un peu une manière de se tenir, de se mouvoir, de s'asseoir, de se lever, bon, qui raconte un personnage euh, et, euh, et quoi? Non. Non, c'est très intéressant, surtout que moi j'ai évidemment revu tous les films il y a 2 semaines, donc ça me vient à l'esprit. Et pour continuer donc sur tout le processus d'un film qui est très long, hein, dans la mesure où en plus tu écris le scénario, il y a quelque chose... J'admire les metteurs en scène, par exemple, comme Ozon, je parle de lui parce que je l'ai eu au téléphone avant de venir, non mais, comme était Woody Allen, comment font les gens qui font des films un par an, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Moi, je passe tant de temps à l'écriture que, voilà, mon rythme est ralenti. Il faudrait que j'ai comme les Américains, quoi, des gens qui écrivent pour moi, qui me soumettent des scénarios, mais bon, c'est pas le cas de la France. En Espagne, oui. Il y a des scénaristes non, c'est assez similaire, c'est assez similaire à la France. Ah oui. Non, alors, je ne vais pas venir en Espagne. Alors. Et dans tes films, il y a quelque chose moi, qui me frappe beaucoup, c'est pour ceux qui ont vu L'Adversaire hier et qui vont voir les autres films aujourd'hui, et dans tous tes films, c'est un peu la déconstruction linéaire du récit, pratiquement tout le temps, où tu joues beaucoup avec les flashbacks, les flash-forward, les souvenirs. Donc je me posais la question, quel est le moment en général le plus captivant du processus? Est-ce que le montage, pour toi, j'écoutais des masterclass à la Filmothèque, tu racontais cette première expérience du montage avec une monteuse qui avait été difficile. Est-ce que le montage aujourd'hui est vraiment, pour toi, le moment le plus important du processus? Non. Puisque je raconte tellement que c'est compliqué pour moi d'écrire un scénario. C'est déjà le scénario qui est compliqué. Non, mais par rapport à ta question de tout à l'heure, je m'en souviens, c'est-à-dire quand, une fois que le scénario est écrit, c'est le moment où je suis en ce moment par rapport à ce film que je vais faire. Après arrivent les décors, qui sont vraiment importants. Et dans les décors, je suis servi pour la mise en scène, de qui je suis aussi comme actrice, que l'impulse de la mise en scène me vient de la dynamique du jeu. Je joue un peu tous les rôles, toute seule, dans les décors. Enfin, et c'est cet impulse-là qui me fait dessiner, en tout cas, le mouvement des acteurs. Et quand les acteurs arrivent sur le plateau, je ne suis pas comme... Il y a des metteurs en scène qui... une scène, ils laissent librement les acteurs répéter, et peu à peu, dans ces propositions des acteurs, ils voient leur mise en scène. Moi, pas du tout. Je dis aux acteurs... voilà, tu vas de là à là, tu fais ça. Enfin, le dessin. Alors, il se trouve que mon dessin doit être assez juste, puisque la majeure partie du temps, ils l'adoptent très facilement. Mais je leur dis, je suis un peu, non, pas dictatorial, mais je suis ni tyrannique, mais je leur dis bien ce qu'il faut faire, quoi. Mais je suis rassuré parce que de grands metteurs en scène, comme Woody Allen par exemple, le racontent ça. Je peux dire une anecdote de Woody Allen? Bien sûr. Non, il y avait une actrice qui disait, voilà, il disait à une actrice, tu vas aller de là à là, et après tu reviens. Elle dit, ah oui, non, moi j'ai envie d'aller ramasser la pomme qui est là-bas. Il dit, bah oui, vas-y, mais tu n'es pas dans le cadre. Donc, c'était une manière très nette de lui dire qu'il fallait qu'elle fasse... son parcours, quoi. Alors bien sûr, comme on envie toujours les autres, je me dis, ça doit être bien de laisser répéter les acteurs, et puis de... Voilà, mais moi, je ne suis pas comme ça, je serais perdu, je crois, si je laissais aller librement les acteurs dans leur propre imaginaire, et après décider, quoi. Je préfère, voilà, me légitimer avec mon propre imaginaire sur la mise en... Enfin, ça fait partie de la mise en scène, les mouvements, voilà.
Tu viens de parler de la direction artistique pour enchaîner dans les différents départements pour parler de l'esthétique photographique. Là aussi, j'ai remarqué, comme tu l'as dit, que beaucoup de tes films ont un lien avec l'Espagne, l'Italie, et donc des lumières, des lumières de films très ensoleillés, des paysages méditerranéens. Et tu joues souvent avec des zones assez tranchées ombre-lumière. Est-ce que cette ambivalence, cette contradiction, à ton avis, vient de ton enfance, de ton adolescence en Algérie, ou pourquoi tu choisis assez souvent cette esthétique dans tes films? Oui, oui. Très vite, oui, mais il y a quelque chose, effectivement, on pourrait dire à ce moment-là, sans faire des métaphores un peu trop osées, que cette ombre et lumière qui se retrouve dans la photographie du film, c'est un peu aussi comme ça que je vois les personnages, que je me vois moi-même, je crois, entre des ombres qu'on porte en soi et une lumière qu'on cherche tout le temps à atteindre. Euh, ces contradictions qui sont les nôtres, et qu'il faut rendre vivantes et incarnées, parce que c'est ça qui font les êtres que nous sommes, plus ou moins marqués, plus ou moins résolus. Ça dépend, ça dépend des fois et des moments, mais en tout cas, cette contradiction qui est en nous-mêmes et que je retrouve effectivement dans la lumière que je connais effectivement, que je retrouve en Méditerranée, non pas sous les ciels gris et bas du nord de la France, mais dans toute la Méditerranée, et l'Algérie, et l'Espagne, et l'Italie, enfin, tout, la Méditerranée. Oui. Et c'est vrai que quand je fais des films qui sont loin de la Méditerranée, enfin, loin de ces lumières-là, ben oui, comme l'adversaire, par exemple, ou Place Vendôme, même si j'y suis parvenu, mais je suis moins en terrain connu que pour Mal de Pierre ou Le Fils préféré, qui sont dans ces lumières-là. Oui. Et cela enchaîne donc avec la troisième partie, qui est justement un peu les thématiques de prédilection. Et pour faire un lien avec ce dont on vient de parler, justement, le déracinement, qui revient souvent dans les films. Hein. Il y a cet ouvrier, vous verrez, cet après-midi espagnol, joué par Alex Brendemühl dans Mal de Pierre. Le père italien dans Le Fils préféré, beaucoup de films qui filment en Espagne. Est-ce que ce déracinement, là aussi, comme une des thématiques d'exil, de déracinement, vient de ton histoire personnelle et comment tu l'as intégré dans tes films? Oui, mais là, ça répond en fait à la question que tu posais tout à l'heure, la plus importante, c'est pourquoi on veut faire un film, pourquoi on veut passer de son statut d'interprète à cinéaste, c'est qu'on sent qu'il y a en soi des choses qu'on voudrait dire et qui ne vous sont pas données quand on obéit à la volonté d'un metteur en scène et avec le texte de quelqu'un d'autre, quoi. Même si on fait passer dans son interprétation des choses qui vous sont très personnelles, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment de la création dans le fait d'être une actrice, mais quand même, ce que vous portez en vous comme thème, comme les choses qui vous hantent, ça peut s'exprimer quand on fait un film. Et je ne vais pas tout le temps me référer à François Truffaut, on se réfère beaucoup à lui tout le temps, mais bon, bref, il disait que c'était dans la copie zéro d'un film, enfin en copie zéro, quand c'était à l'époque la première fois qu'on voyait le film développé, il voyait à un détail très intime de lui ce qui l'avait poussé à faire le film. C'est-à-dire que c'est dans un détail de la fresque, alors qu'après on bâtit une histoire comme ça, avec des personnages très étrangers à vous, une histoire, une fiction comme on dit, pas une vraie fiction, mais il passe là, on sent que ce qui a poussé tout le reste, c'est cette petite chose, ce rapport-là qui a tout conduit à votre insu. C'est pour ça qu'on parle, c'est pour ça que le montage est passionnant. Après, tu le comprends parce que tu comprends quel était l'inconscient qui présidait à tout ça. Tu racontes une histoire, tu la bricoles, c'est bien fichu, le scénario, ça tient bien. Il y a de la fiction, il y a ce que les Anglais appellent tourner la page. Bon, mais il y a quelque chose qui se révèle et qui est révélé par le montage comme voilà la chose qui vous a mené à faire tout ça, de votre histoire personnelle, de vos fantasmes, de ce qu'on redoute, de ce qu'on désire, enfin voilà. Et moi je peux dire qu'à
qu'à chaque film, je pourrais dire ce qui m'a vraiment poussé à le faire, ce qui m'a... et parfois, même à l'heure où je suis maintenant, où je fais un film même qui me semble très loin de moi, je vois même, je n'ai pas besoin d'attendre le film, mais ce qui m'a... Pas, ce qui me mène, quoi, ce qui me touche le plus et qui a fait que je suis devenue cinéaste, je crois, c'est parce qu'il y avait tout d'un coup, j'ai dû ressentir sûrement une nécessité, voire une urgence, parce que je trouve que ma vie d'actrice était beaucoup plus tranquille que ma vie de metteur en scène, quoi. On a une vie tranquille. Enfin, je parle des actrices quand tout marche bien, voilà, dans les actrices chanceuses, quoi, pas les actrices qui attendent les rôles et tout ça, mais ma vie était tranquille. On tourne un film 8 semaines, 7 semaines, et puis après, on attend le prochain. Mais alors que la vie de metteur en scène, elle te dévore beaucoup plus, quoi. Justement par le temps de l'écriture, le temps de tourner, voilà. Enfin, d'ailleurs, ça me laisse des culpabilités par rapport à d'autres choses de ma vie, mais j'ai délaissé beaucoup de choses de ma vie personnelle en faisant des films. J'avais une vie familiale et autres, plus tranquille, plus réussie quand j'étais actrice. Mais c'est comme ça. Et il y a justement, c'est peut-être lié un peu à ce que tu viens de dire, même si c'était pas dans l'ordre où je voulais le mettre, mais non, mais il n'y a pas du tout de souci. Non, par rapport à mes questions, par rapport à ta réponse, un peu un désir de fuite qui revient aussi beaucoup dans tes films, qui peut revenir, qui peut être une fuite géographique, comme on l'a dit souvent, une peur de l'enfermement, une fuite dans le mariage, une peur d'aliénation. Est-ce que tu penses qu'il y a une recherche justement de fuite pour s'affranchir personnellement, qui peut être une détermination contre le terreau parfois familial, parfois du couple, qui est une thématique qui revient souvent aussi dans tes films? Je veux dire que le salut est dans la fuite, non? C'est à toi de répondre. Oui, peut-être ça m'a apparu comme ça que parfois il faut partir. Est-ce que je le pense toujours, ça? Ça dépend. Partir peut être aussi un abandon, un abandon de l'autre ou soi-même. Je ne sais pas. Partir, c'est souvent dans mes films, partir. Ah bon? Eh ben, il y a souvent des personnages qui partent en voiture, qui partent du couple, qui ont des difficultés. Alors parfois aussi liés souvent à une autre thématique, et c'est parfois lié à des secrets, à des non-dits, à un passé qui revient, Ah, oui. comme dans Amant, ton dernier film. Oui. Comment on suit la trace du passé, ou comment tout ça peut exploser, non? Il y a cette phrase dans l'adversaire qui était... qu'on a passé hier, un moment on dit c'est ça que tu aimes en lui, c'est son goût du secret, quand on parle à la femme de Daniel Auteuil. Oui. Donc le couple, la famille est un terreau qui t'intéresse particulièrement, mais parfois justement pour la fuir. Oui, absolument, oui. Peut-être, oui, une fuite par rapport au secret. Quand d'un coup, tu ne peux pas... souvent, c'est pour les enfants. C'est vrai pour les enfants, quoi. Enfin, en tout cas, moi, pour l'enfant que j'étais, en tout cas, je sentais bien qu'il y avait dans ma famille des secrets, des choses que je pouvais pas, auxquelles je pouvais pas accéder. Peut-être c'est ça. Et donc partir, sortir de ces ombres-là, se donner la force et la chance d'aller voir ailleurs. Oui, ça a souvent été pour moi quelque chose d'important. Mais oui. Dans cette fuite, il peut y avoir aussi la figure du double, de la personne, de la fragilité d'identité qu'on voit avec, encore une fois, avec l'adversaire, qu'on peut voir avec la ressemblance physique entre Catherine Deneuve et Emmanuel Devos dans Place Vendôme, Emmanuel Seigné, pardon, dans Place Vendôme, ou entre le professeur enfant et Louis Garrel dans Mal de Pierre, avec ses cheveux frisés. Avec l'ami d'enfance et Marie-Josée Croze dans Un balcon sous la mer. Donc il y a souvent cette figure du double qui peut être aussi une espèce de fuite. Je crois que tu avais dit dans une interview que ça venait aussi du personnage de Kim Novak dans Vertigo de Hitchcock, par exemple, pour Place Vendôme. Parle-nous un peu de cette figure du double qui apparaît aussi dans plusieurs de tes films. Est-ce que c'est aussi une forme de fuir, ou est-ce que c'est une forme de fragilité d'identité?
Ça, par exemple, c'est sûrement une chose très, très profonde, enfin, de ma propre identité, ma propre fragile identité, non. Non, non, mais de mon identité qui s'est construite comme ça, avec... je sens bien que tous les personnages de femmes que je raconte dans mes films sont souvent très borderline, très des femmes fragiles, quoi. Il y a une fragilité. Pas beaucoup de femmes, enfin, de femmes... enfin, elles ont une fragilité, elles sont menacées. Mais ça vient, ça aussi, de quelque chose de mon enfance. J'avais une sœur qui était comme ça, très... comment dire, je veux pas trop... Enfin, si, j'avais une sœur qui était beaucoup plus âgée que moi et qui était malade, qui avait 17 ans d'écart avec moi. Et quand je suis né, elle est tombée malade. Malade, psychiatriquement malade, quoi. Et donc, elle était loin de ma famille. Elle était, comme on disait à l'époque, des mots assez terribles, elle était enfermée dans un hôpital psychiatrique, une clinique psychiatrique. Et donc, je me suis élevée sans elle. Mais je crois que ce double, par exemple, pour les choses comme des Truffaut, qu'on voit les choses de sa propre existence, ce double fragile ailleurs, alors que soi-même on poursuit sa route courageuse et pleine d'allant et de vie et de désir. Mais il y a comme ça, quelque part, quelqu'un, une image un peu tremblée de quelqu'un d'autre, fragile, touché par le destin. Et je crois que c'est ça qui fait que... et dont il faut tenir compte. Et donc, je ne sais même pas si... voilà, si je me suis fait comme ça, et donc je ne sais même pas, peut-être que même ma carrière même de cinéaste, ou même d'artiste, même d'actrice, je dois beaucoup à ce double-là, quoi. D'accord. L'argent qui circule aussi est quelque chose qui revient souvent depuis les diamants de Place Vendôme, depuis Daniel Auteuil et le rapport avec l'argent et avec son beau-père, dans Un beau dimanche, quand quand Louise Bourgoin regarde le yacht. Des phrases comme par exemple dans le film Préféré, il y a cette phrase l'argent il te suit partout, dans tes vêtements, dans tes bagages, dans ton parfum. Pourquoi cet intérêt sur l'argent qui circule? Qu'est-ce que ça raconte des gens dans tes films, des différences de classe sociale? Je trouve que quand on va raconter un personnage, son rapport à l'argent dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et souvent dans les films, c'est vrai, il y a quelque chose qui c'est pas, on ne peut pas définir mes films comme des films sociaux au sens de Ken Loach, mais quand même, il y a toujours quelque chose autour de la classe sociale, des différences de classe sociale, ceux qui appartiennent à une bourgeoisie aisée et les autres, et comment elles se rencontrent, ces classes, comment les gens qui ont de l'argent peuvent humilier très vite ceux qui n'en ont pas, ceux qui ne possèdent pas. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc c'est vrai que dans les films, très vite, il y a un personnage qui fait croire à l'autre qu'il est proche. Par exemple, dans mon dernier film prochain, c'est quelqu'un qui est admis dans la famille, que tout le monde aime beaucoup, les enfants l'aiment beaucoup, mais il est d'une autre classe sociale. Et à un moment donné, il va venir demander de l'argent. Et non, l'argent, non, on ne le donne pas. On donne toutes les marques. Il s'assied à la table, il est comme ça. Mais quand on demande de l'argent, là, non. Et ça, je trouve ça décrit de manière un peu simple, mais très, très vraie, beaucoup des rapports d'une classe à une autre. Très intéressant. Et autre chose aussi, alors on revient un peu en arrière sur l'écriture et le rapport là aussi dans tes conversations que j'ai pu entendre avec Jacques Fieschi, le rapport au genre d'une manière un peu générale, même si tes films ne sont pas directement des films, des thrillers ou des polars, mais il y a quand même toujours un suspense, un personnage en danger. Est-ce que le fait d'intégrer des éléments vous permet avec Jacques de structurer une idée, un projet? Il y a toujours un personnage qui, encore une fois, je disais peut-être tout à l'heure qui fuit, mais qui a une menace aussi. Oui, ça vient beaucoup de moi, mais je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment quand je raconte une histoire, même la plus sentimentale, il y a un danger. Mais ça, je ne veux pas trop quand même raconter toute ma vie devant vous.
Mais c'est vrai que je sais ce que c'est que la peur, par exemple. La peur. Alors la peur de quoi, ça? Même avec 25 ans d'analyse, je ne suis pas arrivé à le trouver. Mais la peur, je sais ce que c'est que la peur. Alors effectivement, même dans les histoires très, comme dit, qui ne sont pas des thrillers, mais après, là j'en arrête avec tout ce qui est trop enfin, parlons d'une recherche artistique plutôt que de dire trop de choses plus intimes, mais je suis moi-même intéressé par les films où il y a toujours dans l'action, c'est vrai que j'aime beaucoup le polar par exemple, mais même dans tous les films, quelque chose où on est en haleine, en attente. J'aime les films de récit, quoi. Il y a des films magnifiques où il n'y a aucun récit, où c'est simplement la vie des personnages qui intéresse, mais il y a quelque chose qui me plaît davantage, qui me plaît dans le cinéma en tout cas, quand il y a quelque... Quoi. On n'entend pas? Ah oui, qui me plaît quand il y a quelque chose du... Et alors? Voilà, quand il y a quelque chose qui tient à... Alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est vrai, avec... et plus il y a une frénésie, une fièvre, c'est qu'il se passe quelque chose qui menace, alors, il y a des sujets qui sont très bien pour ça, mais même dans ceux qui ne le sont pas, je trouve que c'est réussi quand, dans mes scénarios, en tout cas, je cherche beaucoup à ce que ce ne soit pas... Et c'est comme ça qu'on échappe, je trouve, à tout ce qui peut être trop psychologique, avec... voilà, il y a des grands maîtres de ça, mais sans m'aligner sur les grands maîtres, enfin, c'est un souci que j'ai quand j'écris. Et avant de laisser Allô, allô? Oui. Oui. Avant de laisser la parole au public, on va terminer un peu sur le désir amoureux, puisque tu filmes de très belles scènes, souvent dans Amand, dans Mal de Pierre, dans Un balcon sur la mer. Sur le désir amoureux, est-ce que ce regard qui revient dans tous tes films est très important aussi narrativement, et pour toi qu'il y ait souvent cette scène d'amour ou de désir? J'ai mis du temps à raconter. C'est très difficile, quoi. Je continue à penser que c'est très difficile. C'est difficile. Je suis contente de ce que je fais dans Mal de Pierre. Parce que c'est vrai que... Mais parce que, pour ceux qui n'ont pas vu le film... Enfin, non, il ne faut pas le dire pour ceux qui iront le voir, mais peut-être parce qu'il y a quelque chose du pur fantasme dedans. C'est peut-être pour ça que j'étais plus à l'aise là-dedans que dans des choses qui sont réalistes de ce côté-là. C'est plus difficile et c'est pas ce que je préfère. Merci beaucoup. Non pas à vivre, mais à montrer au cinéma. C'est drôle, votre question. Comment c'était? Quand je suis arrivé à Paris, attendez, mais là, Cécile, je me souviens plus du nom exact, mais quand mes parents se sont arrêtés à Nice, et un moment, et quand j'ai passé le premier concours du conservatoire, je me suis présentée en m'appelant, je me souviens plus, Cécile, pas Desange, mais un nom, un nom très français, Cécile, presque un nom des liaisons dangereuses, Cécile Desforges, parce que c'était un nom que j'avais vu sur un magasin de prêt-à-porter, et je trouve ça joli, Cécile Desforges. Cécile Desforges, m'ont appelé Cécile Desforges, c'était moi. Et donc j'ai commencé à réciter les imprécations de Camille dans Horace de Corneille, et très vite on m'a sonné, parce que c'était fini, je devais être pas bonne du tout la première fois, et Cécile Desforges est morte ce jour-là. Et donc je me suis appelé par Nicole Garcia après, mais personne ne me l'avait demandé. Elle a traduit, la dame? Ah, personne ne me l'avait demandé. Mais mon père s'appelait Garcia Ivouides, le nom de sa mère. Ça veut dire quoi, Ivouides? Oh, c'est triste. Ah, Garcia Ivouides. Incroyable. Ok.
Ben, comme réalisatrice, puisque j'ai eu la possibilité de le faire, je ne peux pas te dire que je me suis sentie barrée par le fait d'être une femme. Je disais tout à l'heure que j'avais été une des premières, c'est vrai, à être actrice femme. Donc ça a étonné les gens. Mais je disais aussi, c'est ça pourquoi je disais que je travaillais beaucoup les scénarios, parce que pour moi ça a été le passeport, quoi. Mais ça n'a pas à voir avec votre question, mais enfin, je me sentais légitime parce que j'avais une belle histoire à raconter, même si je connaissais rien à la technique du cinéma. Mais j'ai jamais j'ai jamais ressenti, mais comme toutes les femmes, hein, de cette époque-là, on a toutes vécu des avances des hommes auxquels qu'il fallait refuser. Mais je n'ai jamais, moi, subi quelque chose, voilà, voilà, on peut parler des choses clairement. Non, parce que votre question induit ça, quoi, que les actrices, puisque tout est venu de là, ont maintenant dit qu'il fallait effectivement trouver des metteurs en scène qui leur demandaient des choses intimes pour les engager. Bon, ça n'a jamais été mon cas. Je pense qu'il y avait quelque chose en moi qui dissuadait de ça. Voilà. J'y ai en tout cas échappé à l'époque où c'était... voilà. Et pourtant, j'ai connu des metteurs en scène qui sont maintenant accusés, ou des acteurs. Mais j'ai toujours eu des liens avec eux de camaraderie, et voilà. Peut-être que je leur ai pas plu. Non, non, je blague. Pardon, en fait, ma question portait, je pense, plutôt sur si vous n'avez pas senti que c'était plus difficile, autant que femme, dans certaines situations, de avancer, faire votre travail, pas tellement sur les plans de l'harcèlement, mais vraiment sur les plans professionnels. Si vous aviez été un réalisateur homme, vous sentez que ça aurait été plus facile, votre carrière? Je ne sais pas comment j'aurais vécu si j'étais un homme, puisque je n'ai pas fait ce parcours en étant un homme. Est-ce que je n'ai pas l'impression que j'ai été barrée par quelque chose du féminin en moi. Peut-être parce que je le dois au fait que dès que j'ai fait un premier film, il a marché. Je crois qu'on est barré très vite dans le cinéma, parce que si vous faites quelque chose c'est une industrie, donc si ça ne marche pas très vite, tout devient beaucoup plus difficile. C'est ça qu'on peut rencontrer comme barrière la plus fréquente. Mais je ne sais pas aussi, j'ai dû être protégée aussi par ma notoriété d'actrice, donc qui est aussi en soi une protection, une barrière, quoi. Donc ces deux choses-là ont fait que je me suis pas dit qu'un homme à ma place aurait eu plus de chance. Non, je peux pas honnêtement dire ça. Non, c'est pas l'actualité tellement qui me... Enfin, l'actualité elle nous percute tous, l'actualité. Elle est là, elle est présente, oui, elle nous percute même de manière violente parfois. Mais c'est pas directement, enfin, on peut la retrouver, mais pas directement dans les films. C'est pas ça qui... j'ai dit tout à l'heure, les choses qui me... les histoires que je cherche, par exemple. Mais par exemple, quand j'ai fait Mal de Pierre, enfin, j'ai adapté 2 fois des livres. L'Adversaire, donc d'Emmanuel Carrère, et Mal de Pierre d'un écrivain italien qui s'appelle Milena Agus. Mais c'est que, en lisant le livre, je me suis dit, il y a quelque chose pour moi dans ce livre, quoi. C'est pour moi. Donc, qu'est-ce qui était pour moi dans ce livre? C'était ce personnage de femme, joué par Cotillard, qui dit à un moment donné qu'elle cherche dans sa vie la chose principale. Elle appelle l'amour. Enfin, l'amour, enfin, l'échange sensuel avec un homme, elle appelle ça la chose principale. Et qu'elle ne veut pas vivre sans cette chose principale. Donc, c'est sa mère qui veut la faire épouser Alex Brandemule, qu'elle n'aime pas. Et la mère la menace
de la mettre dans un hôpital psychiatrique, vous voyez, où on voit l'hôpital psychiatrique qui revient. Si elle n'épouse pas cet homme, donc elle l'épouse sans amour, et elle a une maladie qui s'appelle la maladie de la pierre, qui est une pierre dans les reins, on appelait ça mal de pierre, et qui l'envoie en cure. Voilà. Et dans cette cure, il va se passer quelque chose que je ne dévoilerai pas si les gens veulent maintenant aller voir mal de pierre, mais qui va lui faire rencontrer cette chose principale. Mais, et donc, là, ça m'a été offert par un livre, quoi. Ce thème-là, par exemple, de une femme qui a ce fantasme-là, qu'elle veut connaître ça, et que tout ce que la vie lui apporte, lui donne, n'est pas ça, ce fameux ça. Mais dans d'autres fois, ça a été... oui, on dit souvent, dans mon premier film, voilà, c'était... Enfin, c'était autre chose, c'était le rapport à l'enfant, une femme qui, elle, c'est actrice, voilà, un peu dévorée elle par son métier d'actrice. En plus, ça marche pas du tout. Elle fait des galas dans les villes de province. Elle a plus d'argent, elle a un rapport à l'argent où elle sait pas garder l'argent, donc elle en a plus, et elle s'est pas occupée de ses enfants. C'est son mari qui est plus bourgeois qu'elle qui les garde, et son enfant de 11-12 ans lui en veut beaucoup, quoi. Elle veut trouver une solution entre lui et elle parce qu'il y a quelque chose qui s'est un peu glacé entre eux. Bon, voilà. Donc c'est ça c'est une femme et un enfant, une femme avec une maternité complexe, quoi, avec ses enfants. Donc à chaque fois c'est des choses, mais ça c'est vraiment, je pense que les sujets sans m'allier à Truffaut, mais les sujets profonds, la matière profonde des sujets, elle vous vient vraiment de quelque chose c'est de l'insu, de l'inconscient chez vous, quoi. Et après, on fabrique une histoire, mais ce qui est donné, c'est quelque chose qu'on le sait même pas au départ, quoi. C'est ça qui est très, très troublant. Même dans mon film que je suis en train de préparer, je me demande qu'est-ce qui m'a fait faire un film. Je ne vais pas vous le raconter, hein. Non, non. Mais où je pars de personnages qui, si... et voilà, on verra après comment je m'en débrouille, mais voilà, c'est toujours qui vous tient quelque chose de non résolu en soi, quelque chose qui vous fait, voilà, qui vous hante, et c'est pour ça d'ailleurs que mes amis me disent, toi qui es si drôle dans la vie, parce que je peux être drôle dans la vie, tu ne sais pas faire de comédie. Pourquoi tu ne fais pas des comédies? Ça marche mieux les comédies, non. C'est plus. Mais je dois avoir des ombres à raconter plus fortes que les comédies que je pourrais écrire, quoi. J'aimerais bien pourtant faire une comédie, mais ça m'a pas encore été donné. Est-ce que j'y pense? Est-ce que je pense à la manière dont je vais tourner au moment de l'écriture? Je pense que ça vient peu à peu, mais c'est... est-ce que je vois le film quand je l'écris? Ça, en fait, qui résume votre... bah sûrement, à mon insu, encore une fois, mais sûrement. Je vois... Mais après, par exemple, après, peut-être c'est mieux, peut-être c'est moins bien, je sais pas, mais maintenant j'ai besoin de... Par exemple, je fais des dessins, enfin avec quelqu'un qui sait faire des dessins, qui fait pour moi des dessins, et je vois peu à peu se dessiner les plans, ce que je faisais pas avant. J'avais mais je pense à la scène... non, je crois que j'écris, je vois les décors, je vois les lieux, et après arrive... ce qu'on appelle la mise en scène, quoi, les travelling, les gros plans, les plans moyens, le plan séquence, enfin tout ce qui définit la mise en scène. Et je m'aide maintenant. Alors, est-ce que c'est une béquille, ou est-ce que c'est mieux, ou est-ce que c'est moins bien, ou est-ce que j'ai peur de mon instinct, ou est-ce que c'est au contraire une marche vers des plans plus... Je m'aide en les crayonnant d'abord. Mais je ne sais pas si c'est mieux. Mais c'est comme ça.
Bah, c'est vrai, parce que je savais rien, quoi. Et j'ai eu la chance d'avoir un très grand chef opérateur, Willy Lubchansky, euh, qui, euh, qui aimait beaucoup faire des premiers films. C'est-à-dire quand on n'a pas l'idée de focale ni rien, et qu'on dit, là, je veux la voir en grand, puis je veux qu'elle arrive comme ça, l'image. Puis on parle comme un enfant, non, là, on va faire comme ça, et on va la voir approcher. Enfin, voilà, qui parle comme ça, quoi, le cinéma. Pas avec des focales, des travelling, voilà. Elle va de là à là, et on ne dit pas travelling de là à là. Voilà, tous ces mots-là, on les a pas, donc on parle, mais on s'exprime très bien, mais avec ses mains, et il aimait ça, et je dis toujours que c'est lui, c'est comme un hippopotame qui m'a fait traverser la rivière, quoi. Je me suis mis sur lui, et il est mort depuis, mais partout, je lui rends hommage parce que je serais tombé sur quelqu'un comme il peut y arriver parfois des techniciens qui, quand quelqu'un ne sait pas bien les choses, il prend le pouvoir et ça m'aurait sûrement cassé ou inhibé. Alors que là, il me suivait et c'était formidable. Et puis voilà, avec une actrice qui me suivait aussi. Et ça a été superbe. Mais après, j'ai eu la chance d'avoir une grande monteuse parce que je croyais que j'allais savoir monter. J'avais fait un court-métrage et je croyais que j'allais savoir monter moi-même. Et puis j'ai vu que je ne savais pas monter. Et mon producteur, Alain Sard, m'a donné comme monteuse Agnès Guimau, qui est une grande monteuse, qui avait monté le Mépris de Godard comme grand film, tous les films de Truffaut. Voilà. Elle était extraordinaire. Enfin, je ne l'ai pas trouvée extraordinaire d'abord parce qu'elle était une femme, une forte corpulence, et qui était un peu comme les nourrices, qui accouchent quelqu'un, une femme, et puis après elle prend le bébé, et elle dit, tu sais pas t'occuper du bébé, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc il me semblait qu'elle me volait le film, quoi, qu'elle le prenait, et elle mettait sa grosse corpulence entre la table de montage et moi, et je voyais rien de ce qu'elle faisait. Et elle appelait le producteur en disant oui, elle me gêne, et moi j'appelle le producteur, oui, elle me laisse pas monter. Enfin voilà, c'était un peu un combat. Mais après, je l'ai rappelé pour mon deuxième film parce qu'elle m'a vraiment appris beaucoup de choses, quoi. Je crois que c'est moi-même elle m'a vraiment accouché du cinéma, du film. Ouais. Non, on l'a décidé au moment de l'écriture. Ce serait trop complexe de faire ça en montage. C'était vraiment, on racontait l'histoire de cet homme à la fin, quand il avait tué tout le monde. Et ça, c'est pas dans le roman d'Emmanuel Carrère. Je sais plus comment. Non, c'est un montage qu'on a décidé. Enfin, oui, une manière de raconter l'histoire qui se passe donc en 15 ans, de raconter effectivement cette histoire par la fin, presque la fin, quoi. On appelait ça le dimanche blanc. C'est-à-dire qu'il a tué tout le monde, il a tué ses parents, il a tué sa femme et ses enfants, et il revient dans la maison, et il passe une journée comme ça avant de mettre le feu à la maison et de faire croire à un incendie. Et on revient tout le temps sur ce dimanche blanc. On raconte l'histoire, on repart de sa vie, de famille, et on revient à ça. Mais ça, c'était une décision de scénario. Oui, pas de montage et pas. Non. Je pense que ça scandait le film. Alors que si on avait commencé par le début, il aurait fallu faire des ellipses. Puisqu'il y avait des ellipses, là, c'était une manière, effectivement, de nous permettre, dès le départ, d'imposer l'ellipse, puisqu'on commençait par la fin. Des référents, pour m'obliger à me poser la question, je dois en avoir, hein, mais ils sont pas. Il n'y a pas une évidence pour moi, et heureusement d'ailleurs, parce que il n'y a pas une évidence pour moi
J'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup de metteurs en scène, et américains, et français, et espagnols, et je n'oublie pas espagnol, mais je n'ai pas l'impression que je me réfère à quelqu'un, ce serait un peu limitatif et puis encombrant, quoi. On essaye tout le temps de parler, de s'exprimer avec la chose la plus personnelle en soi. Et quand je vois des metteurs en scène, par exemple en France, où je vois trop les références, je me dis c'est dommage, quoi, parce que voilà, c'est quelque chose de lui ou d'elle qui est trop en référence de metteur en scène. Donc, mais que j'ai été impressionné et que maintenant j'en porte les traces, oui, sûrement. J'étais impressionné par par Hitchcock, par Bergman, par Lars von Trier, voilà, enfin, je peux dire comme ça, plein de metteurs en scène qui m'ont beaucoup marqué. Oui, en France, voilà. Almodovar. Non, et plein d'autres metteurs en scène. Comme... Non, pas Almodovar. Non. Non. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Muchas gracias a todos. Merci.